Bon, avant de commencer la vidéo, fermez les yeux et pensez à votre personnage de manga favori. Pas besoin d'en choisir un en particulier, juste listez-vous les premiers qui vous viennent en tête. Ceux qui vous ont marqué pour leurs répliques, leurs moments stylés ou simplement leur design. C'est bon ? Eh bien, je suis sûr qu'au moins 99% d'entre vous n'a aucun personnage féminin en tête. Et est-ce un problème ? Non. Vu qu'on est là avant tout pour consommer de bonnes histoires. On va pas se mentir, les histoires de quota de genre ou autres, ça nous passe un peu au-dessus. Surtout quand on parle de shonen neketsu. Nous, ce qu'on aime, c'est la bagarre et les personnages qui vont surpasser sans arrêt leurs limites. Pourtant, viennent des histoires qui apparaîtront de ci et là en nous vantant particulièrement leurs personnages féminins. Comme si c'était un argument pour nous vendre le manga favori du moment. Bon, vous avez vu le titre et la miniature, on va parler justement du manga favori du moment qui fait partie de cette catégorie. Combien de fois avez-vous entendu des personnes vanter le casting féminin de Jujutsu Kaisen, le considérant comme exceptionnel et que même certains auteurs devraient prendre exemple dessus? Vraiment? Donc aujourd'hui, préparez votre meilleur serment inné car on va parler de sa plus grande représentante. Et un peu voir si les dires sont vrais. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Maki Zenin. Bon, avant de commencer, tu t'en doutes, il va y avoir des spoils de Jujutsu Kaisen. Donc si t'es animé only ou que t'es pas encore à jour dans les scans, bah t'es prévenu. Pour les autres, on est parti. Maki est un des premiers personnages que Gege Akutami a créé, conçu pour faire partie des camarades de classe de Yuta Okkotsu, le premier protagoniste, servant un peu à ce dernier de vecteur afin de mieux comprendre les inégalités au sein du monde de l'exorcisme, car comme dans tout domaine, il y a des discriminations. Donc bien évidemment, dans la profession qui consiste à trouver et éliminer les fléaux, la membre d'une des trois plus grandes familles spécialisées dedans qui se révèle incapable de pouvoir faire la plus triviale des tâches, à savoir voir et exorciser les malédictions, eh bien c'est un peu normal qu'elle en soit victime. Pourtant, cette dernière ne se posera pas en tant que victime. Dès le début, elle fera preuve d'une certaine force d'âme. S'il pense qu'elle est une bonne à rien, alors elle ne tirera satisfaction qu'en leur prouvant le contraire, quittant son propre clan en bas de l'échelle, jurant de revenir au sommet. Et cela malgré le fait que sa famille usera de son influence afin qu'elle reste au rang le plus bas. Mais il ne faut pas se laisser avoir. Bien qu'elle soit considérée comme de classe 4, à savoir les bas-fonds de l'exorcisme, Maki est extrêmement forte. Dans un combat à main nue sans énergie occulte, si l'on exclut notre protagoniste, Maki gagnerait sans le moindre doute. La raison? Eh bien certes, c'est devenu une maître d'armes exceptionnelle, maniant divers objets maudits ayant même permis à Yuta Okkotsu de devenir un redoutable épéiste, mais non, ce qui la rend réellement dangereuse, c'est son serment inné. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, dans le monde de l'occulte, il existe une règle permettant qu'en échange d'une contrainte fixée par le manieur, il peut accéder à de nouvelles capacités, ou simplement améliorer celles déjà existantes. Eh bien, Maki fait partie des certains cas particuliers, car dès la naissance, elle aura contre son gré sacrifié sa propre énergie occulte, ce qui, comme je l'ai cité précédemment, la coupera du monde des fléaux, mais en échange, elle héritera d'une constitution physique hors norme, ce qui inclut une force surhumaine et une résistance anormale, lui ayant même permis de survivre là où l'exorciste le plus fort de son clan y aura laissé la vie. Un serment qui, jusqu'à l'arc Shibuya, n'aura jamais pu vraiment explorer l'entièreté de son potentiel. Et la raison, c'est qu'il est intimement impacté par l'état de ses liens familiaux. Maki a toujours souffert, sans forcément le savoir, d'un handicap de plus. Certes, elle avait effectivement quitté son clan, mais tout au long de sa vie de rebut de l'exorcisme demeurait quelque chose, enfin, devrais-je dire, quelqu'un qui l'a rattaché toujours à sa famille. Ce n'est autre que sa sœur jumelle, Mai Zenin. Mai, c'est un peu un personnage qui gardera le même genre de fonction que dans les premières idées d'intrigue de Gege Akutami. De base, elle aurait dû être celle qui ouvrira Yuta Okkotsu au monde de l'exorcisme, dans une version où ses membres étaient
plus vu comme une sorte de police des malédictions, chose que l'auteur abandonnera pour plus nous raconter une histoire qui aura lieu dans une école, remplaçant ainsi Mai par sa sœur jumelle. Les deux sont assez opposés dans leur traitement. Là où Maki souhaitera fuir son mode de vie en bas de l'échelle, Mai choisira plutôt de s'en contenter. Sauf que toutes deux, de par leur naissance, seront éternellement dépendantes de l'autre. Chacune sera à sa manière l'entrave de sa sœur, bridant le potentiel de l'une et la tranquillité d'esprit de l'autre. Mai est donc un personnage qui a toujours eu un rôle particulier avec son univers, faisant un peu office de passerelle, de lien vers un autre monde. Et bien ici, c'est elle qui enverra Maki dans une toute autre dimension, que ce soit en termes d'écriture qu'en termes de potentiel, lui offrant la possibilité d'atteindre le sommet. Enfin, cela reste une question de point de vue, pour certains, elle semblera plutôt venue tout droit des profondeurs, celle du passé le plus sombre du clan Zenin. Saviez-vous que chez les exorcistes, les jumeaux sont de mauvais augure? Cette peur vient de l'idée que toute bénédiction se voit contrebalancée. Pour obtenir quelque chose, il faut en sacrifier une autre. C'est comme cela que l'on devient fort, au prix de son entraînement, ou pour les exorcistes en obtenant, comme je vous l'avais expliqué, de meilleures capacités en échange d'une contrainte. Donc si l'on considère des individus ayant tout partagé jusqu'à leur première cellule comme une seule et même personne, aucun ne pourra avancer si l'autre n'accepte pas les sacrifices qui incombent. C'est donc ce qui empêche Mai de pouvoir user de son sort correctement et de Maki d'employer le plein potentiel de son serment inné. Il suffirait par exemple que la sœur parte en prenant tout avec elle pour créer une personne sous le serment le plus destructeur connu dans Jujutsu Kaisen. C'est donc ainsi que Mai partira, mais elle ne prendra pas tout. Elle laissera à Maki deux choses, une réplique du terrible sabre des âmes et une dernière parole: détruis tout. C'est ainsi que, dépossédé de ses entraves, Maki exterminera ce qui lui par le passé servit de famille et de tortionnaire. Père, mère, tout l'arbre généalogique qui passera. Là où on se trouve dans l'histoire, le monde ne savait pas encore qu'un véritable monstre venait de naître, étant venu à bout d'un des clans les plus anciens et puissants de l'occulte. En fait, quand je dis monstre, je déshumanise un peu Maki. Cette folie destructrice découle plus de son envie de faire table rase de son passé. Sauf que malgré son statut de dernier membre du clan Zenin encore en vie, elle semble encore souffrir de certains fantômes du passé. Et vous voyez très bien de quel fantôme je parle. Toji Zenin, le personnage qui en l'espace de quelques apparitions nous aura marqué en tant que spectateur, mais aussi aura traumatisé la noblesse de l'exorcisme. Si Maki aura détruit ses liens avec son clan, Toji aura fait bien pire, car c'est la roue du destin qui l'aura fracturé. Ça, c'est quelque chose que sa cousine n'aura su totalement s'en défaire, à un point où la comparaison entre elle et le tueur d'exorcistes lui pèsera encore après tout ça. S'étant approchée tout récemment de sa catégorie, elle sait pour avoir expérimenté sa force qu'elle est encore loin de pouvoir l'égaler. Bien sûr, ce n'est pas là une simple envie de faire comme son prédécesseur. Si elle en vient à prendre son exemple, c'est car elle est la seule personne ayant les mêmes capacités qu'elle. Donc loin de là d'avoir juste une envie de copier ce dernier. En même temps qu'il voudrait ressembler à un père absent obsédé par les jeux d'argent. Le tueur d'exorcistes n'est donc aux yeux de Maki qu'une vision de la puissance qu'elle pourrait atteindre afin de pouvoir venir en aide à ses camarades. Voyez-le plutôt comme un rival, un élément de comparaison que même le narrateur usera afin de signifier que Maki avait bel et bien approché son plein potentiel. Et si elle l'atteindra, c'est par une symbolique assez ironique, car c'est un autre fantôme de son passé qui refera surface, et cela sous la forme d'un esprit vengeur. Je parle de Naoya Zenin, fils de Naobito, donc successeur tout désigné du clan avant même que Megumi fasse un braquage. Et Naoya possède deux passions. La première, prouver qu'il sera le seul à égaler les plus forts de ce monde, et la seconde, prouver que les femmes devraient marcher 3 pas derrière lui et connaître leur place. Oui, c'est le plus grand misogyne de l'œuvre. Lisez certaines de ses répliques, ça tourne parfois à l'absurde. Il sera mort après s'être efforcé à démontrer une chose: Maki n'est pas Toji, au mieux une pâle imitation, et c'est dans cet état d'esprit qu'il reviendra, poussant Maki à de nouveau évoluer, car cette idée de vouloir copier Toji devait aussi être détruite, étant devenue désormais un frein plus qu'autre chose. Et aussi étrange que cela puisse paraître, le catalyseur de cette transformation qui allait survenir était un sumo. Oui. Il faut savoir que la dernière des Zenin n'a jamais considéré quelqu'un comme un maître. Pas par fierté, mais juste parce qu'elle n'avait jamais eu l'idée de se reposer sur quelqu'un qui pourrait lui permettre de devenir plus forte. En même temps, au vu des entraînements que propose Satoru, je sais pas si elle avait vraiment loupé quelque chose. Donc l'idée de s'exercer au noble art japonais n'était pas une mauvaise chose. C'est d'ailleurs de cette manière qu'elle avait affronté Naoya une première fois. Mais le point le plus important de cet entraînement, c'est la simplicité. Car c'est en se débarrassant de ses
ses pensées superflues, abandonnant son envie de vouloir être comme quelqu'un d'autre, de seulement vouloir faire comme le commun de l'exorcisme, qu'elle atteindra réellement son plein potentiel, vouée à même surpasser son prédécesseur. Libérée de son clan et de cette manie à se comparer aux autres, elle sera désormais une exorciste ou quoi qu'elle puisse être, pleinement accomplie. Bon, je pense qu'on a vu assez d'éléments importants sur Maki Zenin pour pouvoir répondre à cette question. Maki est-elle un bon personnage féminin ? Je vais devoir faire un plagiat éhonté dont seuls les plus érudits auront. Se poser cette question en implique une autre. Maki est-elle déjà un bon personnage ? Mais aussi, c'est quoi un bon personnage ? Beaucoup de facteurs peuvent décider si un personnage est bon. Son impact sur l'histoire, l'attrait qu'il crée sur son spectateur et j'en passe. Mais on va essayer de se baser sur une seule question auquel on répondra pour savoir si le personnage est bien écrit. Pourrait-il exister dans la vraie vie véritable ? Je préfère le préciser, mais on va pas se poser cette question dans le sens où est-ce qu'il peut manipuler son ki ou rallier la Terre et la Lune en un seul saut. Je parle plutôt en termes d'individu, de personnalité. Est-il assez bien construit pour qu'on puisse se dire avec une telle manière d'être, même la plus extravagante possible, pourrait-il s'approcher d'un être humain comme vous et moi ? C'est selon moi un excellent facteur pour déterminer si on fait face à un personnage bien écrit ou une sorte de cliché unidimensionnel, qui servirait seulement à remplir une fonction pour faire avancer l'histoire. Si l'on pouvait résumer un individu à un seul trait de caractère, cela n'en fera pas forcément un mauvais personnage, mais clairement pas un bon personnage. Donc posons-nous la question pour le personnage de Maki. Est-elle seulement l'incarnation d'une fonction permettant de faire tourner un pan de l'histoire ou quelqu'un avec assez de relief pouvant nous faire croire à son existence ? Ma réponse courte sera plutôt oui, mais cela mérite quand même de s'y attarder un peu plus. Dès que je vous ai présenté Maki, la première chose que l'on a abordée est le fait qu'elle possède un objectif, un idéal. Elle possède ce dernier suite à l'influence de son passé, mais ne se définira pas uniquement par ça. Disons que c'est simplement le moteur qui la fera avancer. Donc ses apparitions ne se limiteront pas uniquement à ça. On aura le droit de connaître ses phases de doute, de joie ou de tristesse. Bref, un peu comme le courant de pensée que l'on peut avoir vous et moi. Et bien sûr, elle aura aussi le droit à l'universelle quête de sa place au sein de ce monde, faisant comme beaucoup l'erreur de trop se comparer aux autres, alors qu'elle est avant tout un individu unique. Beaucoup de facettes que Gege Akutami nous montrera tout au long de son manga, qui feront qu'on ne pourra pas la résumer simplement à une copie de Wish de Toji Zenin. D'ailleurs, beaucoup de lecteurs aiment débattre là-dessus, et vous me l'avez pas mal confirmé. Maki est-elle une simple femme qui chercherait à ressembler à Toji ? Bon, je pense qu'avec ce qu'on a dit précédemment, on a déjà un élément de réponse. En termes de capacité, elle aura eu une brève phase sur le sujet pendant l'arc de la traque mortelle, mais la comparaison s'arrête malheureusement là. Le développement de Toji Yamaki aura certes le même point de départ, mais ils iront dans des directions bien différentes. De par ses actions passées, Toji aura créé une situation où cette dernière n'aura pas à lutter seule, créant déjà l'impossibilité de raconter la même histoire. Donc oui, on peut dire que le tueur d'exorciste a influencé Maki et son avenir, mais bon, qui est-ce qu'il n'a pas influencé ? Le traitement de ces deux personnages reste bien trop différent. Certains pourront au pire parler de leur façon de combattre assez similaire. Alors oui et non. Depuis la fin de la traque, l'approche du combat de Maki diffère énormément. Ses déplacements et l'usage de son unique arme ne font que s'en éloigner depuis cette dernière, car depuis peu, cette dernière est capable de percevoir le contour des âmes, ce qui inclut aussi celle des objets inanimés, ne rendant ses coups que désormais plus mortels. Voyez-la maintenant plus comme une sorte de super assassin, alors que de l'autre côté, c'est un arsenal sur pattes. Et si des gens ne sont pas d'accord, vous valez pas mieux que Naoya, je vous vois. Sa seule différence avec lui ne se résumera donc pas simplement au fait que ce soit une femme. Et c'est d'ailleurs une excellente transition pour retourner à la question du début. Est-ce un bon personnage féminin ? Ce qui peut déranger sur cette question à prime abord, c'est pourquoi préciser que c'est un personnage féminin. En général, on ne précise pas que notre personnage préféré est masculin, parce que tout le monde sait que Sangoku, le plus grand héros de tous les temps, en est un. Mais on n'a pas besoin de le préciser. La réponse la plus évidente à cette question, c'est que quand on parle de manga en général, c'est des shonen. Donc logiquement, le public visé majoritaire est masculin. Ce qui sera aussi le cas de nos personnages favoris, qui seront plus souvent mieux développés parce que c'est plus facile pour la majorité de s'identifier à eux, et donc ainsi de se laisser prendre à l'histoire. On peut même vérifier ça avec des shonen où le personnage principal est féminin. Regardez avec Soul Eater. Osez me dire dans les yeux que vous préférez Maka Albarn à Death the Kid ou Black Star. C'est sûrement pour cela qu'on s'est habitué à préciser si le personnage n'est pas un homme. Ce n'est pas une histoire de quota de genre, parce que je l'ai dit en intro, on s'en moque un peu, mais plutôt parce que c'est un archétype de personnage à part entière, avec ses codes et ses intérêts, des sujets sur lesquels on n'aurait pas pu se pencher si ça n'avait pas été le cas.
Donc il faut plus voir ça comme un outil narratif. Et au vu de la manie de Gege Akutami à prendre des archétypes pour les arranger à sa sauce, c'est probablement la manière dont il a dû traiter Maki Zenin. En prenant un cliché type de shonen, la femme forte à la bagarre. Vous savez, celle qui vous fait limite encore plus kiffer le combat que si c'était le protagoniste. C'est donc en partant de ce constat qu'il va avoir matière à débat. Selon moi, Maki est un très bon personnage. Bien qu'étant secondaire, il aura eu le droit à un traitement très intéressant qui mérite d'être relevé. Mais en tant que personnage féminin, j'ai tendance à me dire que son exécution est un peu moins réussie. Loin d'être mauvaise, surtout si on prend en compte le niveau qu'il y a dans la majorité des shonen, vu que même au sein de son propre manga, elle fait partie du haut du panier. Même si une ou deux autres valent un peu le détour. On aura bien démontré qu'en tant que personnage, elle aura apporté beaucoup à l'histoire, mais assez peu de par son statut de personnage féminin. Les seuls points vraiment notables seront ses rapports avec Naoya, qui rendront ses interactions que plus mémorables, chose qui aura sûrement donné une autre vision de ses rapports au clan Zenin, qui étrangement n'a pas été aussi virulent avec Toji. J'aurais pu aussi mentionner la romance sous-entendue par l'auteur avec Yuta, mais ce n'est pas vraiment un élément important de l'intrigue et pas si pertinent. Après, cela reste déjà beaucoup plus que certains personnages féminin de Neketsu bien plus mis en avant. Il ne faut pas oublier que Maki reste bien plus secondaire qu'un Gojo ou un Sukuna. Le fait que ce soit une femme n'apporte pas tant que ça en plus à l'histoire. Donc la réponse pour Maki est plutôt positive, mais ça dépendra dans quelle perspective on la placera. Après, il ne faut pas s'y méprendre, on l'a démontré plus tôt. Maki est un excellent personnage. Beaucoup, dont moi le premier, l'apprécient et à juste titre. Jujutsu Kaisen aura démontré à maintes reprises cette capacité de reprendre des codes et archétypes déjà existants pour nous proposer une nouvelle version, qui nous marquera au moins autant que les anciennes. Et Maki en fait clairement partie. Certes, dans un style assez peu représenté dans ce genre qu'est le Neketsu, mais qui nous donnera un personnage qui à l'avenir nous fera encore plus entrevoir l'ampleur qu'il a pris au sein de son univers. Elle sera passée des bas-fonds de l'exorcisme à une femme capable de se tenir ne serait-ce qu'un peu face au roi des fléaux. Quand on voit son parcours, on peut se dire que Maki est le personnage féminin le plus shonen de ces dernières années. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, tu sais comment ça fonctionne. Un like, un partage, n'hésite pas à laisser un commentaire pour donner ton avis et n'hésite pas à t'abonner. Aussi, si t'as apprécié cette vidéo, j'en ai fait pas mal d'autres, donc n'hésite pas à aller les voir. D'ici là, on se retrouve pour la prochaine, passez sur Twitch si vous voulez discuter et j'ai toujours pas d'idée d'outro. Aujourd'hui, les meufs, elles veulent faire des gangs de gonzesses. Tu crois que je vais prendre ça au sérieux? Sans déconner, elles peuvent arriver à 10. Wesh. Tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. C'est des gonzesses.